Salut à tous et à toutes, c'est Kenoki. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Guild Wars 2. Alors cette vidéo a pour but de vous introduire une nouvelle série que je vais développer sur la chaîne. La série va tout simplement avoir pour but de vous expliquer grosso merdo, comment fonctionnent les fights en MCM, d'essayer de vous expliquer un maximum de choses, donc les rôles de chacun, les builds de chacun, etc., etc. Vous en doutez bien que ça ne prendra pas qu'une seule vidéo, et c'est pour ça que ce n'est que le début d'une longue série, et que cette vidéo va être en fait assez concise, et va vraiment donner les informations de base pour ceux qui ne connaîtraient pas le MCM. Donc, on le rappelle, le MCM, c'est l'environnement PVP de masse de Guild Wars 2, c'est dans cet environnement-là que vous allez pouvoir faire des fights en très gros nombre, donc typiquement du 20 contre 20, typiquement du 25 versus 25, voire plus, hein, on peut monter à du 60 contre 60, et c'est du trifaction, donc imaginez, vous pouvez avoir 180 joueurs qui se tapent sur la tête au même endroit, quoi. Et donc le MCM, donc ces fameuses fights, une espèce de méta s'en est dégagé, donc je vais vous présenter grosso merdo la manière de jouer méta, mais ça m'empêchera pas de vous montrer des builds qui sont pas du tout dans la méta. Donc voilà, si vous voulez, je vous propose la vision du jeu globale, générale, qui s'est dégagée du jeu ces derniers mois. Après, il y a toujours des variantes possibles, donc libre à vous de les trouver, de les partager également. Voilà, je ne vous donne que la version la plus méta. Donc il faut savoir qu'actuellement, dans un bus, donc dans un groupe de joueurs, vous avez trois très grands rôles qui se dégagent. Donc ces trois très grands rôles, ce sont Militrain, Caster et Focus Party. Donc dans l'ordre du plus facile pour moi à découvrir au plus difficile, donc le Militrain, les Casters et la Focus Party. Donc en gros, quel est le rôle de chacun si par exemple vous démarrez. Cette vidéo est plus pour les gens qui démarrent. Si vous démarrez le jeu, si vous démarrez Guild Wars 2 et notamment le MCM, il faut savoir que le Militrain va être un petit peu la force de choc. C'est-à-dire que le but du Militrain va être de rentrer dans le tas de son adversaire et d'en ressortir très rapidement pour en fait forcer l'adversaire à bouger, pour forcer la réaction. Si vous voulez, imaginez que le bus adverse c'est une phalange spartiate et le but c'est on envoie des éléphants dedans pour les forcer à se disperser, vous voyez. Mais le mini-train c'est un peu ça, son but c'est vraiment de créer le chaos, c'est vraiment de générer du mouvement au sein du bus adverse. C'est son objectif. Le mid-train fera globalement moins de dégâts et moins de kills que les autres groupes, mais il est extrêmement important et dans n'importe quel bus, vous aurez un mid-train, plus ou moins réduit, mais vous aurez toujours un mid-train. Donc on verra plus tard quelles classes vont dans le mid-train. Les casters, eux, ont pour but de graviter autour de ce mid-train pour à la fois le supporter, mais également pour l'aider à faire beaucoup plus de dégâts. Et ils ont aussi pour but de prendre en focus des cibles plus faibles ou des zones bien précises pour infliger un maximum de dégâts. Voilà, tout simplement. Je reviendrai précisément sur les rôles. Et enfin, la focus party, ce sont tout simplement des assassins dont le but va être de supprimer les targets prioritaires, donc les targets très très importantes. Voilà. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on va demander à ces trois différents rôles? Ça va vous aider aussi à voir à voir un petit peu plus loin que ce que je viens de vous expliquer. Donc, d'abord le mini-train. Le mini-train, c'est très simple. Et il va tirer sa force de sa densité. Donc, plus un mini-train va être dense, plus il va y avoir de personnes à un endroit réduit, plus le mini-train va être puissant. Si vous voulez, c'est un petit peu le même principe qu'un caillou. Un caillou qui n'est pas dense, vous allez pouvoir taper dessus, il va s'effriter, il va se désagréger, vous voyez. Le mini-train, c'est pareil. S'il n'est pas dense, vous tapez dessus, il se désagrège, il y a tout qui meurt. Si votre mini-train est très dense, vous tombez contre du diamant. Hein. Vous pouvez arriver avec votre marteau, taper pendant des années, vous ferez rien. Donc c'est vraiment ça qui est très intéressant dans le mini-train, c'est sa densité. Donc si vous êtes quelqu'un qui aime être au contact des poteaux pour faire le boulot, clairement le mini-train c'est pour vous. Hein. Si vous êtes un rugbyman, vous aimez les cocottes, clairement le mini-train ce sera fait pour vous. Donc pour ça, pour être capable justement de rester au contact, un build de mini-train doit être capable de survivre, de tenir une pression constante et de survivre à de très très nombreux bursts. Donc là c'est ce que je vous ai mis en petit 2. C'est très important tout simplement parce qu'il va falloir rester au contact constamment et que potentiellement vous allez prendre énormément de dégâts et vous devez être capable d'y survivre. Donc un build de mini-train doit être très
tanky. En gros, vous devez être capable de tenir l'Armageddon avec l'aide de vos amis, bien sûr, mais vous devez être capable tous ensemble de tenir l'apocalypse. Donc voilà, il faut des builds qui sont globalement très résistants. Et surtout, il faut des builds qui sont mobiles, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que le mini-train en soi se doit de constamment bouger. Donc certains builds dans le mini-train ont pour charge d'amener de la stabilité, j'en reparlerai dans d'autres vidéos, de la stabilité au reste du mini-train afin de lui permettre de constamment bouger, de pas être influencé par les contrôles. Pareil, le mini-train doit constamment avoir des cleans pour éviter de se faire immobiliser, ce genre de choses. Un mini-train doit toujours bouger. Un mini-train qui ne bouge pas est un mini-train mort. Voilà, ça faisait beaucoup de fois mini-train, mais je pense qu'il fallait insister. Derrière, qu'est-ce qu'on va demander à des builds qui sont en MT, en mini-train? Très simple, les builds vont devoir apporter des buffs ou des zones de heal, vont devoir avoir des dégâts importants et disposer de contrôle. Donc ça, c'est un petit peu les facultatifs, c'est-à-dire qu'il faut jouer sur les curseurs, vous voyez, on peut pas tout avoir non plus, mais en gros, le build parfait de mini-train est extrêmement tanky, il assure une mobilité, il assure la mobilité de l'ensemble de son groupe, il apporte de très nombreux buffs, il apporte des zones de heal, de clean d'altération, etc. Il a du dégât de ouf, et en plus il a du contrôle, donc ça c'est un petit peu le build de mini-train parfait. On verra que il n'est pas obligatoire de tout avoir, et que parfois certaines choses permettent de compenser un manque. Voilà. C'était tout pour le mini-train. On va passer tout de suite aux casters. Donc, les casters, eux, on l'a dit, gravitent autour du mini-train. Vous imaginez un mini-train qui serait une planète et les casters qui seraient des satellites. Le truc, c'est d'être du bon côté de la planète au bon moment, si vous voulez un petit peu l'idée. Alors, pourquoi est-ce qu'on prend des casters et pourquoi est-ce qu'on les met pas dans le mini-train? Tout simplement parce que les casters ont besoin de prendre du recul par rapport à la fight pour faire correctement leur travail, première chose. Et deuxième chose, ils ont besoin de prendre du recul par rapport au mini-train s'ils veulent survivre. Donc ça fait deux raisons pour lesquelles les casters ne peuvent pas aller dans le mini-train, pour une raison d'efficacité et pour une raison de survie. Donc quel va être le but des casters? C'est très simple. Alors attention, je vous ai tout listé, mais tous les builds ne font pas ça encore une fois. Apporter des zones d'eau, des zones de heal, des zones de buff, des zones de clean d'altération. Donc en gros tout ce qui va pouvoir aider votre team à apporter du support, hein, tout simplement. Pareil, des zones de debuff pour vos adversaires, des zones de contrôle, des zones d'altération, afin que vos adversaires aient beaucoup plus de mal à faire le dégât sur votre mini-train. Donc encore une fois, ça s'apparente un petit peu à du support, mais on commence déjà à partir sur un aspect plus DPS. Et enfin, enfin pas enfin, mais les casters doivent être capables d'apporter énormément de dégâts, c'est très important. En gros, le mini-train a beau représenter en général 50% de l'effectif sur un groupe à peu près petit, selon la méta, le mini-train a beau représenter à peu près 50% de l'effectif, il fera pas du tout 50% des dégâts. Les casters, qui représentent 40% à peu près de l'effectif, eux par contre vont représenter beaucoup plus de 50% des dégâts. C'est vraiment à eux de faire le gros DPS, et surtout c'est à eux de tomber des gens, avec l'aide de la focus party également. Donc très important, les casters se doivent d'avoir du dégât, ou en tout cas certains de vos casters doivent avoir du dégât. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Enfin, les casters doivent être capables de survivre à des bursts, tout simplement parce qu'ils vont être pris pour cible par la focus party adverse, donc ils doivent être capables de survivre à des bursts, mais également à une pression qui va varier. Si vous voulez, dans l'idée, via leur positionnement, les casters peuvent faire retomber la pression, mais il y a des moments où les casters adverses vont aussi se mettre à taper sur vos propres casters, et c'est là où le caster va devoir bien jouer pour être capable de gérer cette pression, en plus être capable de gérer le burst de la focus party adverse qui va certainement venir, le tout en se repositionnant pour faire baisser la pression qui vient des casters adverses et n'avoir que la pression de la focus party sur lui. Donc vraiment, le caster n'a pas besoin d'un build qui est aussi tanky qu'un build de mini-train, mais a besoin quand même d'un build qui lui permet de survivre, parce qu'il va pas être perma-invis typiquement. Les casters vont quand même être vulnérables dans l'idée, donc ils doivent avoir des builds qui leur permettent de survivre à des agressions qui peuvent venir à peu près à tout moment. Et enfin, la focus party. La focus party, elle, on l'a dit, ce sont des assassins. Qui dit assassin dit mobilité. Donc une mobilité très élevée va être demandée en focus party. Vous devez être capable de traverser complètement le bus adverse, d'aller choper un mec à l'arrière, de revenir, et tout ça sans être mort, bien entendu. Un burst, histoire de tuer plus rapidement la cible. Du contrôle. Du contrôle pourquoi? Parce que tout simplement, si vous avez du contrôle, la cible va être plus facile à burst.
tout simplement. Elle va devoir appuyer sur plus de boutons pour éviter votre burst. Capable de survivre à de multiples bursts, c'est très important pour un build de focus party, tout simplement parce que au moment où vous allez essayer d'assassiner la cible adverse, il faut vous dire qu'il y a des bursts qui vont vous popper sur la tronche. Et pendant 3-4 secondes, il va falloir que vous surviviez. Donc pendant 3-4 secondes, il faut que vous soyez capable avec votre build de temporiser et derrière de savoir faire baisser instantanément la pression. Et ça passe avec la mobilité et le dernier point que j'aborderai juste après. Mais en gros, en focus party, vous allez prendre des pics, des pics de pression prévisibles. C'est ça qui est très important à comprendre. C'est que vous n'allez pas constamment être sous pression normalement si vous jouez bien avec le reste de votre focus party. Par contre, il y a des moments où vous allez prendre un très gros pic de pression et il va falloir être capable de le gérer. Ça va être 3-4 secondes pendant lesquelles vous allez prendre très très cher, tout le monde va vous en vouloir. Et pendant ces 3-4 secondes, il faut que vous soyez capable de désengager. Tout simplement. Et donc ça passe également par le dernier point, possède ou apporte de l'invisibilité à son groupe, c'est très très important en focus party, tout simplement parce que ça va permettre de prendre par surprise les adversaires, mais ça va permettre aussi de désengager, et ça c'est très très intéressant. Donc voilà pour les 3 grands rôles. Je vais passer à la phase la plus polémique, on va dire, de cette vidéo, à savoir que je vais ranger un petit peu les classes dans chacune des 3 branches. Ne prenez pas ça pour acquis, certaines classes peuvent être jouées partout, donc ne prenez pas ça pour acquis, c'est quelque chose d'assez arbitraire que je fais là pour des questions graphiques mais aussi pour des questions de compréhension. Donc ne le prenez pas au pied de la lettre, certains builds peuvent être joués ailleurs que là où je les aurais rangés. Donc en mini train, capable de rester au contact, capable de tenir pression constante, mobile, apporte des zones de buff, de heal, a des dégâts importants et dispose de contrôle, on a le gardien. Le gardien c'est totalement pété, ça fait absolument tout, c'est le cœur de tout mini train, il vous en faut plein, un minimum de 2 par groupe, 3 par groupe, 3 par groupe, très conseillé, 2 par groupe c'est le strict minimum, sinon votre mini train ne tiendra jamais. Donc vraiment les gardiens sont très importants. Imaginez que sur un effectif de 25 à peu près, si vous avez un mini train de 10 joueurs, eh bien il vous faut 4 à 6 gardiens grand minimum. Vraiment, 4 gardiens grand minimum, 6 gardiens c'est bien. Derrière, dans le mini-train, on va mettre des wars. Pourquoi? Parce que les wars, pareil, sont très tanky, ils sont mobiles et ils apportent de la mobilité à leur équipe. Ils peuvent apporter des buffs et des heals à leurs alliés, donc ça c'est très intéressant. Ils peuvent avoir des dégâts, ils peuvent avoir du contrôle. Le gros truc en gros, c'est que sur ces 3 dernières choses que je viens de dire, les buffs, les heals, les dégâts et les contrôles, le problème est que, contrairement au gardien, il va pas pouvoir tout avoir le war. Donc il va devoir jouer sur des curseurs. Ces curseurs, il va devoir monter quelque chose pour baisser un autre. Mais le war reste quand même un personnage très très intéressant en mini train et qui a largement sa place, notamment pour un spell que vous connaissez tous qui s'appelle la banner, qui permet de raise les alliés tombés au combat, mais également pour les dégâts qu'un war peut apporter, et notamment avec Achoté, je vous le dis comme ça timidement, mais on va avoir des wars qui vont faire beaucoup de DPS en bus je pense, et on va pouvoir s'amuser avec des wars postures. Enfin en mini-train, ingénieur. Pourquoi est-ce que j'ai mis l'ingénieur en mini-train? Tout simplement parce que l'ingénieur avec le build adéquat peut subir une pression de ouf et grosso merdo et bien dire coucou au bus adverse parce que ça ne lui fera strictement rien. Un ingénieur tient extrêmement bien les pressions. C'est un personnage qui est globalement suffisamment mobile. Après attention, pour garder vraiment une très bonne mobilité, il va avoir besoin de la stabilité que vont lui apporter les gardiens vu qu'il n'a pas de stab personnel. Donc attention, l'ingénieur ne peut pas constituer le cœur d'un groupe. C'est un add-on si vous voulez, vous le rajoutez sur le cœur du groupe. Par contre, l'ingénieur apporte des zones de buff, il apporte des zones de heal, donc ça c'est très très intéressant. Il a de très bons dégâts, vraiment en mini-train, de très très bons dégâts, et surtout les contrôles. Mamma mia, si je devais faire une liste de tous les contrôles que dispose un build d'ingénieur mini-train, je vous assure, ça fait peur, ça fait vraiment peur parce que la liste est très très longue. Immobilisation mono-cible, immobilisation de zone, stun de zone, deuxième stun de zone, repoussement de zone, etc. etc. C'est totalement broken l'ingé à ce niveau-là. Donc au niveau des contrôles, c'est très intéressant.
On va passer maintenant aux casters. Les casters, on a choisi les deux gros casters qui sont mis en avant actuellement sont l'élémentaliste et le nécromancer. Alors pourquoi? C'est très simple. L'élémentaliste, eh bien, il apporte des zones de heal, il apporte des zones de buff à ses alliés s'ils font des explosions dedans. Il apporte des zones de debuff sur les adversaires, comme la zone de givre, qui est aussi une zone de buff pour les alliés un petit peu. Il apporte des zones de contrôle, par exemple sa cage qui va être très intéressante, ou le mur de pierre qu'il va pouvoir positionner, ou alors même son immobilisation de zone. Tout ça forme du contrôle. Il apporte de très bons dégâts, notamment via sa pluie de patates, via ses sorts en feu, mais pas seulement. Donc il y a aussi son 2 en foudre, etc., etc. Donc c'est un build qui va deal du dégât, il n'y a pas de problème. Et enfin, l'élémentaliste est capable de survivre à de très nombreux bursts et à une pression qui va faire au bas, grâce à ses nombreuses esquives, grâce à son très gros sustain personnel, grâce à sa protection si elle est bien timée, etc., etc. Donc l'élémentaliste, une classe vraiment que je ne peux que vous conseiller en caster. Si vous aimez jouer, si vous voulez jouer caster et que vous voulez vous y mettre, mettez-vous à l'élémentaliste, c'est vraiment excellent, ça fera tout. Et avec les bons builds, franchement, c'est pas si dur que ça à jouer. J'aurai l'occasion de vous le démontrer. Necromancer, pourquoi est-ce qu'on le prend en caster? Donc les zones de heal, non. Les zones de buff, un peu moins également. Par contre, les zones de debuff, alors là, oui. Alors, le Necromancer a des zones de debuff absolument monstrueuses. Et c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant. Des zones de contrôle, il en a également. Un petit peu moins, mais il en a. Et surtout, le Necromancer apporte des dégâts de barge. C'est vraiment des dégâts absolument monstrueux sur le Necro. Pour lui, mais également pour ses alliés. Donc c'est vraiment une classe que je ne peux encore une fois que vous conseiller en tant que caster. Ça fait très très mal. Par contre, attention, c'est nettement plus dur à jouer que l'élémentaliste. Au niveau du positionnement en tout cas. C'est capable de survivre à de nombreux bursts et à de la pression bien entendu, mais encore une fois le positionnement est plus dur à gérer que sur un élémentaliste, donc ça va moins vous pardonner vos erreurs, et surtout le Necromancer va avoir plus tendance à face tank, si vous voyez ce que je veux dire, et le problème c'est que si vous face tankez trop, si vous prenez trop de dégâts avec un Necromancer, vous allez vraiment perdre en efficacité, donc c'est nettement plus dur à jouer que l'élème. Mais ça n'en reste pas moins une classe très intéressante. Si vous aimez faire du très très gros dégâts en fight, le Necromancer est fait pour vous. Sous sa forme Berserker, en tout cas, sous la forme altération, c'est plus du debuff. C'est du debuff encore plus puissant. Mais voilà, si vous aimez le gros dégât physique, le Necromancer est vraiment fait pour vous en bus et en caster. Focus Party enfin, qu'est-ce qu'on a pris? La base de toute Focus Party, ce sont les voleurs, les thieves. Pourquoi? Ils ont une très haute mobilité, ils ont du burst, ils ont les contrôles, ils sont capables de survivre à des bursts grâce à leurs nombreuses esquives, et ils possèdent ou apportent de l'invisibilité, donc vraiment le thieves est très intéressant. Le Mesmer, pareil, il a moins de mobilité, il a plus de burst, plus de contrôle, il est capable également de survivre à du burst, et il a également de l'invisibilité pour lui et ses alliés. Le Ranger, il a encore moins de mobilité, mais il a un très bon burst, il a moins de contrôle, il est capable de survivre, il n'y a pas de problème, encore une fois, il a de l'invisibilité pour lui-même, mais il n'en apporte pas. Le gros point fort du Ranger, c'est sa range. Vous pouvez piou-piou un mec à 1500 de range, et donc aider vos mesmers, vos thieves à faire leur travail, et c'est ça qui est très intéressant. Le tout à 1500 de range, en plus ça vous permet d'assurer plus facilement le stomp, donc vraiment le Ranger est devenu très très intéressant en Focus Party, surtout qu'il apporte des contrôles absolument monstrueux. Le Ranger, on a une chier, hein, vraiment des contrôles, donc c'est une classe très très intéressante maintenant en Focus Party. Et enfin, l'élémentaliste, mais sous sa version double dague, qui va pouvoir être joué en Focus Party. Il a également une très bonne mobilité, il a un bon burst, il a énormément de contrôle, il est capable de survivre encore une fois, il peut apporter de l'invisibilité grâce à la zone que va poser le Thieves et il va exploser dedans, grâce à la zone que va apporter le voleur et il va exploser dedans, ce qui va donner de l'invisibilité, mais surtout ce que l'élémentaliste va apporter dans une Focus Party, si vous ajoutez un élémentaliste dans une Focus Party, c'est qu'il va créer énormément de disengage, il va apporter énormément de survivabilité à votre Focus Party, et c'est ça qui est très intéressant dans un élémentaliste Double Dagger, c'est qu'il va permettre à votre Focus Party de se jeu d'y aller plus deep et de survivre malgré tout plus facilement. Donc c'est vraiment un personnage, encore une fois, très très intéressant à avoir dans ce type de groupe.
Et il va pouvoir se sortir de quasiment toutes les situations, vu la, la mobilité d'un élémentaliste double dagger. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je me ferai d'autres vidéos, donc ça va commencer par le mini train, puis s'enchaînera par les casters et enfin par la focus party, du plus facile au plus dur à jouer selon moi. Après chacun son avis là-dessus. J'aurai l'occasion donc de vous faire des vidéos qui détailleront chacun des rôles. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce vert, à commenter le tout, vous abonner à la chaîne, partager la vidéo, etc. etc. Là-dessus, je vous fais plein de gros bisous les gens et on se retrouve pour une prochaine fois. Ciao, ciao!